Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les techniques de préparation de vaccins et les techniques de fabrication de sérums. En effet, ce cours a été initié à la suite de l'annonce qui a été faite par l'Institut Pasteur de Dakar qui envisage de faire un cours sur les techniques de production de vaccins. Eh bien, ce sujet vient à point nommé car la crise sanitaire de la COVID-19 a montré la vulnérabilité des pays africains vis-à-vis des vaccins contre les principales pathologies auxquelles ils sont confrontés. En effet, aucun pays africain ne pouvait ou ne préparait des vaccins contre l'infection au SARS-CoV-2. Imaginez si c'était une infection par un germe qui était très virulent comme le virus de la fièvre hémorragique d'Ebola. Eh bien, ça pouvait être la catastrophe. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue aussi que le business des médicaments et le business des vaccins est un business aussi juteux que celui de l'exploitation du diamant ou de l'exploitation de l'or. Donc nos pays, en particulier les pays de l'AES, doivent se pencher sur le problème. C'est pour cela que nous invitons nos deux chefs d'État, nos trois chefs d'État, à savoir Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchami, de ne pas perdre de vue cet aspect qui peut constituer une source d'activité génératrice de revenus pour les États de l'AES. Pour terminer, il ne faut pas aussi perdre de vue que de plus en plus, dans les laboratoires, on fait très peu de manipulations. Pour la simple raison que la plupart des manipulations sont faites par les grands laboratoires qui vendent des kits plutôt que d'avoir des produits faits maison. Supposons que vous voulez faire une réaction de polymérisation en chaîne ou bien que vous voulez faire une extraction d'ADN. Dans le temps, vous faites une extraction du phénol chloroforme du début à la fin qui va vous prendre sans doute toute la journée. Mais par contre, vous verrez toutes les étapes, à savoir l'étape de lyse, l'étape de précipitation, l'étape de dilution. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez trouver un kit Kiagen qui fait qu'il va vous dispenser de la maîtrise et de la compréhension de toute l'étape d'extraction d'ADN qui devient tout simplement une manipulation basique où il faut respecter tout simplement un petit protocole proposé par la firme commerciale. Donc, il est très important de comprendre l'intimité des réactions. Donc, c'est dans ce but que nous avons décidé de faire ce cours pour mettre à nu un certain nombre de techniques de production de vaccins. De tous les modules que j'ai réalisés, s'il y a un module auquel j'y tiens beaucoup, parce qu'il peut avoir un impact pour nos États, il peut être un impact pour ceux qui décident de s'engager dans la production industrielle de vaccins. Il peut être le point de départ de la formation de spécialistes dans le domaine de la vaccinologie et de la production industrielle de vaccins. J'ai la ferme conviction que cela est possible. Il suffit tout simplement d'un engagement. Donc, ceci étant, on va commencer ce cours intitulé Les techniques de production de vaccins et de sérums. Donc, pour cela, je vous propose le plan suivant. On va parler dans un premier instant de la classification des vaccins, puis on va parler des méthodes de production des vaccins inactivés, qu'on appelle aussi des vaccins tués, qu'ils soient bactériens, viraux ou parasitaires. Puis, on va parler de la méthode de production des vaccins vivants, qu'on appelle aussi vaccins atténués, qu'ils soient bactériens, viraux ou parasitaires. Et on terminera par la technique de production des sérums. À ce niveau aussi, il faut dire que il est inconcevable qu'aujourd'hui que des solutions très simples, comme le sérum antitétanique, comme le sérum anti-venimeux, contre des serpents qui sont spécifiques à notre environnement et que nous soyons obligés d'aller les importer ailleurs, alors que la production d'un sérum antivenimeux est très basique. Il suffit d'extraire le venin, de l'édulier et de l'inoculer soit à des chevaux ou à des bovins et plus tard collecter le sang de ces sujets. Une fois que leur organisme a synthétisé le sérum,
et on fera une centrifugation pour séparer le sérum du reste des globules rouges. Rien que le sérum physiologique glucosé à 5% ou à 10%, autrement dit, des solutés dont il faut tout simplement peser 5 grammes de glucose et compléter à 100, ou bien 10 grammes de glucose et compléter à 100 et le mettre dans un flacon, certi, cela n'est pas fait. Et ce sont des quantités énormes de solutés qu'on importe. Imaginez le poids des solutés qui sont importées. Même chose pour le sérum salé, où il suffisait de peser 9 grammes, 9,5 grammes de NaCl et le compléter par de l'eau distillée à 100 ml. Donc vraiment, tout cela interpelle les intellectuels, mais aussi les autorités pour que nous nous engagions dans le cadre et dans le processus de la production des produits qui sont nécessaires à la santé de nos populations. Donc, en termes de classification des vaccins, il y a plusieurs types de classification. C'est ainsi qu'on peut classer les vaccins selon l'agent étiologique qui donne le vaccin. C'est ainsi qu'il y a des vaccins bactéridiens, des vaccins viraux ou des vaccins parasitaires. On peut faire aussi une classification en fonction du mode de préparation du vaccin. C'est ainsi qu'il y a des vaccins atténués ou vaccins vivants et des vaccins inactivés ou vaccins tués. On peut faire aussi une autre classification, à savoir la classification en vaccin recombinant. Dans ce cas, il y a un vecteur qui peut être un virus ou une bactérie auquel est fixée la partie immunogène. Il y a des vaccins à acide nucléique, autrement dit des vaccins à partir de l'ADN ou de l'ARN. Lors de la crise de la COVID-19, la plupart des vaccins qui ont été utilisés sont des vaccins à acide nucléique. Il y a aussi des vaccins à partir de toxines inactivées. Dans ce cas, on les appelle des anatoxines, ou bien des vaccins à partir du germe plus la toxine inactivée. On parle d'anavaccin. On peut faire aussi la dernière classification en parlant de vaccins homologues ou autovaccins. Dans ce cas, c'est un vaccin dont le germe qui est utilisé dans le vaccin est celui qui est responsable de la maladie. Et par opposition aux vaccins homologues, il y a les vaccins hétérologues qui sont des vaccins à partir d'un germe différent de celui qui provoque la maladie, mais qui a une communauté antigénique avec le germe responsable de la maladie. Eh bien, après cette brève classification des différents types de vaccins, on va s'attaquer aux différents vaccins. On commence par les vaccins inactivés et puis on s'attaquera aux vaccins atténués. Les vaccins inactivés d'origine bactérienne. Vous savez que dans les vaccins bactéridiens, ces vaccins peuvent être réalisés soit à partir de la bactérie entière ou bien à partir d'une fraction immunogène. Pour les vaccins entiers, en général, les vaccins bactéridiens sont inactivés par les UV ou à la chaleur ou le phénol. Comme vous le savez, les UV sont utilisés dans nos laboratoires pour stériliser les hôtes et les laboratoires. En effet, les UV ont la possibilité de casser l'ADN. C'est pour cela, lorsque vous faites une lecture sur un transluminateur UV, si vous ne dégagez pas rapidement votre gel après l'observation, eh bien les UV vont dissoudre votre ADN et vous finirez par ne plus le voir. Donc, les UV sont utilisés, la chaleur peut être utilisée, le phénol peut être utilisé pour inactiver le germe entier. Je rappelle une fois de plus, l'objectif de ce cours, c'est de rappeler la méthode de production. Et je souhaiterais que tous ceux qui vont l'écouter soient focalisés sur la méthode. Peut-être que quelqu'un retiendra une méthode pour s'engager dans le cadre de la production d'un vaccin. C'est ainsi qu'on utilise des auto-vaccins, autrement dit des vaccins à partir du germe responsable de la maladie. Dans le cas de la production des vaccins contre la fièvre typhoïde, ces méthodes
d'utilisation d'agents physiques comme l'UV, d'agents physiques comme la chaleur ou d'agents chimiques comme le phénol qui sont utilisés. Et Dieu seul sait les problèmes de typhoïde auxquels la population nigérienne est confrontée, c'est d'autant plus que beaucoup de laitues sont produits dans les affluents du fleuve Niger qui malheureusement drainent en même temps les eaux usées avec des risques de contamination fécale et par conséquent l'exposition à des problèmes de santé comme les salmonelles. Les vaccins bactéridiens produits à partir d'extraits ou de fractions immunogènes. Ces extraits peuvent être obtenus par un traitement par un agent chimique, par exemple le phénol. C'est ainsi, par exemple, les polysaccharides dans le cadre de la méningite à méningocoque A et à méningocoque C. Le polysaccharide est obtenu dans la partie phénolique qui est soluble. Donc, là aussi, c'est un exemple d'une pathologie auquel le Niger est régulièrement confronté. En effet, il y a des flambées récurrentes de méningite à méningocoque, alors que la production des vaccins méningococciques est à notre portée. On peut aussi obtenir ces fractions immunogènes à partir des génies génétiques. C'est l'exemple, par exemple, de l'antigène K88 de Escherichia coli. Enfin, il faut noter qu'il y a des projets d'élaboration de vaccins en utilisant des récepteurs protéiques et en utilisant des sidérophores. Les sidérophores sont des chélateurs qui sont sécrétés par les bactéries et qu'on rencontre particulièrement chez Escherichia coli septicémique. Toujours dans le cas des vaccins inactivés, il y a des vaccins qui sont produits à partir de toxines bactéridiennes. On parle d'anatoxine. Dans ce cas, la toxine elle est inactivée par la chaleur, ou par le phénol, ou par le vieillissement. Autrement dit, l'action du temps. Il y a aussi ce qu'on appelle les anavaccins. Autrement dit, ce sont des vaccins mixtes qui contiennent à la fois le germe qui peut être la bactérie, plus sa toxine. Dans ce cas, on parle d'anavaccin. C'est l'exemple du vaccin entérotoxémique du type C. À tout cela, on ajoute le plus souvent des adjuvants qui peuvent être soit des adjuvants huileux, soit des adjuvants de l'hydroxyde d'aluminium ou bien un adjuvant qui peut être un minéral. Après les vaccins bactériens, attaquons-nous aux vaccins viraux et à leur mode de préparation. Il y a des vaccins viraux à virus inactivés. Et cette inactivation peut être faite par le formol ou la bêta-propiolactone ou le glycérol de HIT. Je pense que parmi les vaccins viraux lors de l'infection au SARS-CoV-2, de la pandémie, de la crise de Covid-19, il y a deux vaccins viraux, autant pour moi, qui sont inactivés. C'est le vaccin Sinovac et Sinopharm. Et tous ces deux vaccins ont été produits à base du virus SARS-CoV-2 qui a été inactivé par la bêta-propiolactone. Il y a des vaccins aussi à acide nucléique. Toujours dans le cadre de la pandémie à la Covid-19, la plupart des vaccins utilisés sont des vaccins à acide nucléique. C'est par exemple le cas du vaccin AstraZeneca et du vaccin Pfizer & Biotech. Comme dans le cas des vaccins bactéridiens, on ajoute le plus souvent à ces solutions des adjuvants. Et parmi les adjuvants, il y a la saponine qui peut être rajoutée. C'est l'exemple du vaccin antirabique ou du vaccin anti-aphtheux dont l'adjuvant est la saponine. Il y a des vaccins viraux par utilisation de certains agents chimiques appelés des sous-unités ou des purifiés. C'est l'exemple par exemple de la sous-unité VP1 de la fièvre aphteuse. C'est le cas aussi de la glycoprotéine de la maladie d'Ojeski dans le cadre de la maladie d'Ojeski qui est une maladie du porc. On peut aussi obtenir ces vaccins à partir du génie génétique. Dans le cas du génie génétique, nous envisageons dans un futur proche de faire un cours pour montrer les différentes techniques telles que les techniques
de polymérisation en chaîne, autrement dit la PCR, qu'elle soit une PCR classique ou une rétrotranscriptase PCR. Nous montrerons les méthodes de séquençage et enfin les techniques de CRISPR-Cas9 ou de Z-finger nucléase qui sont des techniques de génie génétique permettant de faire soit des scissions d'un gène dans un génome ou bien de faire une insertion d'un gène au sein d'un génome d'un parasite comme le Plasmodium falciparum. Parlons à présent des vaccins parasitaires. Dans le cas des vaccins parasitaires, le plus souvent ce sont des antigènes solubles qui sont utilisés. Dans ce cas, on fait la culture parasitaire sur par exemple du globule rouge, c'est le cas par exemple du vaccin contre le paludisme, appelé le vaccin RTSS. Dans notre pays, il faut s'imaginer le poids du paludisme. Selon les données du Programme national de lutte contre le paludisme, en 2024, il y a eu 5 millions de cas de paludisme qui ont été notifiés par les structures sanitaires avec malheureusement plus de 5000 décès en une année. D'où la nécessité réellement à nos autorités de se pencher sur la nécessité de réfléchir sur des produits et des vaccins locaux afin d'y faire face. Il y a des vaccins qu'on appelle des vaccins idiotypiques. Il s'agit d'avoir une image interne d'un antigène. Supposons qu'on a un antigène A. Dans ce cas, on va produire un anticorps dirigé contre l'antigène A. Et ensuite, on va produire l'image de l'anticorps antigène A qui sera l'image. À côté des vaccins inactivés, il y a des vaccins vivants qu'on appelle aussi des vaccins atténués. Donc, ce qui nous permet de commencer le volet relatif à la préparation des vaccins atténués. Autrement dit, des vaccins vivants. On va naturellement commencer par les vaccins bactéridiens. Pour ce qui est des vaccins vivants atténués d'origine bactéridienne, on utilise l'atténuation en vue de faire perdre le pouvoir antigénique et de conserver le pouvoir immunogénique. Dans le cas de la bactérie, on utilise le plus souvent des agents physico-chimiques. C'est le cas par exemple du vaccin contre le charbon bactéridien. Dans ce cas, on utilise la spore à 42 degrés pendant 2 mois. Dans ce cas ici, il y a non seulement l'utilisation de l'agent physique qui est la température, mais aussi le vieillissement, car il faudrait attendre pendant 2 mois. On peut aussi atténuer par passage sur un milieu inerte. C'est l'exemple par exemple du vaccin antituberculeux, le BCG, qui est obtenu par passage sur de la pomme de terre bilier. On peut aussi obtenir l'atténuation par passage sur un animal. C'est l'exemple du vaccin contre le rouget du porc ou le vaccin antirabique qui est obtenu par passage sur du cerveau de lapin en présence de la chaux. On parle alors de vaccin lapinisé. On peut aussi obtenir l'atténuation on peut obtenir aussi des vaccins vivants par sélection des mutants apathogènes, mais immunogènes. Autrement dit, la sélection des souches qui ne sont pas pathologiques, qui ne provoquent pas la maladie, mais qui ont la particularité quand même de déclencher le système immunitaire. C'est l'exemple du vaccin contre la maladie abortive de la brévie due à Salmonella abortus ovis. Cette sélection est en cours dans le cadre de la préparation du vaccin contre les vibrio cholerae et les shigelles. Et là aussi, une fois de plus, le Niger est régulièrement confronté à des flambées d'infection à vibrio cholerae, autrement dit des flambées de choléra. Passons à la production des vaccins viraux atténués. Dans le cas des virus, il y a des souches lentogènes par opposition aux souches vellogènes. Les souches vellogènes sont les souches qui sont hyper virulentes, alors que les souches lentogènes sont des souches qui sont peu virulentes. Eh bien, ces souches lentogènes sont utilisées naturellement, car atténuées. C'est le cas par exemple de la souche l'azota, qui est utilisée dans le cadre de la prévention contre la maladie de Newcastle. C'est le cas de la souche
Ichner B1 qui est isolé de la poule et du faisan qui sont utilisés dans le cadre de la maladie de Newcastle. Eh bien, s'il y a une maladie qui embête le plus les agriculteurs, c'est la maladie de Newcastle. Beaucoup plus fréquente, beaucoup plus ayant une incidence beaucoup plus importante sur le plan économique chez les éleveurs. Pourtant, la production du vaccin, c'est tout simplement d'entretenir en culture la souche Lazuta ou la souche Ichner B1, qui sont des souches vivantes atténuées. On peut atténuer aussi par délétion de génome. C'est l'exemple du vaccin de la maladie de Jeski qui est obtenu par délétion. Et l'objectif est de perdre la pathogénicité et conserver les gènes qui assurent l'immunogénicité. On peut aussi atténuer par passage sur animal, qui peut être une autre espèce que l'espèce sensible. On peut aussi atténuer par passage sur œuf, par passage sur des cellules. C'est le cas par exemple du vaccin antirabique, des vaccins contre la grippe humaine, des vaccins contre la peste bovine, qui est un vaccin lapinisé, autrement dit atténué par passage sur du lapin, qui est une espèce différente du bovin qui souffre de la peste. On peut obtenir des vaccins par sélection de mutants clonés. La sélection de mutants clonés. Et l'exemple de vaccin à ce niveau, c'est l'exemple de la variole aviaire. Et à ce niveau, j'ai une pensée pour les colombophiles, pour les spécialistes de la colomboculture au Niger. Car s'il y a une maladie qui cause le plus de drames dans l'élevage des pigeons, c'est la variole aviaire, particulièrement pendant la saison pluvieuse et la période de la saison froide. C'est le même processus qui est utilisé dans le cadre de la production du vaccin contre la varicelle. On peut aussi atténuer par des agents physiques. C'est par exemple les mutants froids ou les mutants chauds. On parle ainsi de vaccins thermorésistants ou thermosensibles. L'exemple de vaccin à donner à ce niveau, c'est l'exemple de la clavellée et l'exemple de la variole aviaire. Une fois de plus, en plus de la variole aviaire, la clavellée fait des drames. Cette année, il y a eu des flambées de clavellée chez les petits ruminants. Et enfin, on peut obtenir l'atténuation par des agents chimiques. C'est l'exemple du vaccin HG33 contre la myxomatose du lapin. Parlons à présent des vaccins recombinants, après avoir parlé des vaccins atténués et des vaccins inactivés. Les vaccins recombinants, dans ce cas, on peut obtenir les recombinants. Il s'agit d'un vaccin dans lequel il y a un porteur. Ce porteur peut être un virus ou une bactérie auquel est fixé, par exemple, un gène responsable de l'immunogénicité. C'est par exemple l'exemple du vaccin recombinant vaccine RAGE. Donc, il y a le virus de la vaccine auquel est fixé un gène responsable de l'immunogénicité dans le cas de la rage. Dans ce cas, on fait une délétion du gène de la thymidine kinase qui est remplacé par le gène de la glycoprotéine immunogène du virus rabique. Après, on va sélectionner les recombinants thymidine kinase positif et thymidine kinase négatif. Et on va retenir les thymidine kinase négatifs qui ont incorporé le gène de la glycoprotéine de la rage et par conséquent, on a un vaccin antirabique. C'est le cas aussi du vaccin de l'hépatite associé à la partie immunogène de l'influenza. Et là aussi, c'est un problème auquel nous sommes régulièrement confrontés, particulièrement dans le cadre de la région de Difa. Les populations sont confrontées à des infections par le virus de l'hépatite. Parlons enfin des vaccins homologues et des vaccins hétérologues. Un vaccin homologue, c'est un autovaccin. Dans ce cas, on va utiliser la même bactérie ou le même virus pour vacciner l'animal chez qui
la bactérie ou le virus provoque la maladie. Supposons que vous ayez une flambée de salmonellose. Mais comme vous savez qu'il y a plusieurs sérotypes de salmonellose et qu'il n'y a pas une immunisation croisée, on peut venir au niveau du cheptel, faire un prélèvement, procéder à l'isolement et produire un autovaccin avec la souche isolée pour venir immuniser votre population. Par opposition, il y a des vaccins hétérologues. Dans ce cas, on utilise un agent vaccinal qui est complètement différent de l'agent responsable de la maladie. Par contre, ce vaccin a une communauté antigénique, il a une parenté antigénique avec le gène responsable de la maladie. C'est le cas par exemple de la vaccination de l'hépatite de Rubart, appelée distemper, et du rouget du porc, qui sont tous des virus de la famille des morbillivirus et qui ont des antigènes communs. Et dans ce cas, on peut faire une vaccination croisée. Le dernier point de notre présentation portera sur la production des vaccins, et plutôt la production des sérums. Il faut dire que la sérothérapie, c'est l'opération biologique consistant à conférer l'immunité grâce à l'injection du sérum provenant d'animaux qui sont hyper immunisés ou des animaux convalescents et dont le corps a synthétisé des anticorps spécifiques afin d'apporter une résistance passive chez le malade. Dans notre environnement, on a besoin de plusieurs types de sérums. C'est ainsi que on a besoin des sérums antivenimeux pour se protéger contre les morsures de serpents, les sérums antivenimeux pour se protéger contre les morsures de scorpions, particulièrement dans la région d'Agadez, les sérums antitétaniques pour protéger surtout les chevaux, mais aussi les footballeurs qui sont exposés à des blessures. Et il y a aussi un besoin en sérum antirabique lorsqu'on est exposé à des morsures de chiens. Et là, je pense à mes parents gourmandiers qui sont à la frontière du Burkina et du Niger où régulièrement la population est exposée à des morsures de chiens. Pour fabriquer un vaccin antivenimeux, le venin est extrait du serpent ou du scorpion, puis il est injecté à des chevaux ou bien à des moutons ou à des chèvres ou à des bovins, puis le sang de l'animal est collecté après la réaction de l'organisme, après la production des anticorps spécifiques dirigés contre le venin du serpent. Et ce sang, une fois collecté, il est centrifugé pour séparer le sérum des globules rouges. Donc les différentes étapes de la production du sérum antivenimeux sont 1. On prélève d'abord le venin, puis on le dilue, on l'injecte à un animal, le plus souvent un cheval, mais aussi des bovins. Le système immunitaire du cheval produit les anticorps spécifiques contre le venin. On récupère ensuite le sang du cheval et par centrifugation, on a le sérum de l'animal. Et on peut transférer ces immunoglobulines spécifiques contre le venin en cas de morsure d'un cheval ou d'un homme. Donc, comme on dit, il vaut mieux voir une fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un serpent sur lequel on est en train de collecter du venin. Là, nous avons un scorpion chez lequel on va collecter le venin au niveau du dard. Là, on est en train d'inoculer le venin après sa dilution. Et une fois que le cheval a produit, là, on est en train de collecter du sang suffisamment, au moins 1 litre. Et là, nous avons notre sérum. Donc,
mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre des différents processus de production des vaccins, qu'ils soient des vaccins inactivés ou des vaccins vivants, mais aussi et surtout dans le cadre de la production des vaccins. J'ose espérer que ce module sera très utile et que nos institutions de recherche comme le Labocel, comme le SARMES, avec tout naturellement l'autorisation de nos administrateurs, vont se mettre à produire les produits les plus importants pour nos populations. Il est inconcevable qu'un produit aussi simple que l'acide acétylsalicylique, que nous soyons obligés de l'importer. L'acide acétylsalicylique, c'est de l'aspirine. C'est le médicament le plus souvent utilisé pour lutter contre les fièvres, particulièrement dans le cadre de l'infection palustre. Il est inconcevable. Et pourtant, nous avons tous préparé de l'acide acétylsalicylique lors de notre formation. Sur ce, je vous remercie. On se donne rendez-vous sur le module prochain.